la structure de la raison. La perspective éthique impose donc qu'on en vienne à clarifier ce qu'est la raison. La première difficulté est que la raison n'est pas un objet de l'expérience, qu'elle ne nous est pas donnée, puisqu'elle est constitutive des objets, et il faudrait attendre la dialectique ascendante pour remonter à ce qu'elle est en elle-même, à son essence. Dans le monde, nous n'avons toujours affaire qu'à des manifestations de la raison, des effets qui pour nous être raisonnables et finis sont toujours déposés dans la nature. Conformément à la structure bipolaire qui rythme la pensée de Schleiermacher, la raison n'est qu'un pôle et pas plus que la simple nature, elle n'existe séparément. La première question est donc de savoir où nous rencontrons la raison. Au sens le plus large, elle devrait se rencontrer partout, puisque toute nature en est pénétrée, comme l'affirme la philosophie de l'identité. C'est donc du mélange même qu'il faut partir, et la difficulté de l'analyse de ce qui est présenté par Schleiermacher comme un inextricable entrelacement est immédiatement patente. La solution est donc complexe puisque Schleiermacher, s'opposant selon ses propres dires aux formules habituelles de la philosophie transcendantale, la trouve dans le milieu, à savoir là où les choses s'échangent et où la critique, c'est-à-dire le discernement dans la perception et l'analyse du réel, est nécessaire mais particulièrement redoutable. Aussi ne commence-t-il ni par la raison ni par la simple nature, mais par la vie, c'est-à-dire précisément par l'union énigmatique d'un corps et d'une âme. En 1805, la vie est caractérisée par une double polarité, existence fermée et communauté avec le tout. D'un côté, il y a donc la singularité et de l'autre l'appartenance à l'universalité. Cette opposition dans une unité étant pour Schleiermacher constitutive du concept même d'individualité. Remarquons avec Éric Weil que cette tension habite la notion même d'individualité. Si ce terme est surprenant et significatif, c'est qu'il contient à la fois l'universalité du concept et la non-universalité de ce qu'il désigne de façon universalisante. Toute individualité n'est que dans la tension entre ces deux pôles que sont l'universel et le singulier, c'est-à-dire dans la composition entre deux mouvements ou tendances. L'individualité du singulier est une véritable uniformation de l'universel et du particulier et représente pour ainsi dire la formule primitive du monde. Dans sa dynamique, cette bipolarité engendre une double tendance, tendance à la communauté et tendance à l'individualisation. Les deux pôles que sont l'existence fermée et la communauté ont des fonctions distinctes. La première est l'être lié de toutes les forces de la nature en un centre. C'est la fonction qu'on pourrait dire monadique, celle qui affirme l'existence d'un point focal dont l'absolue simplicité ou unité reste inaccessible à l'analyse. C'est ainsi que se constitue la singularité qui n'est pas à confondre avec la particularité à laquelle elle est souvent identifiée. Cette dernière est en effet toujours en rapport avec l'universel ou le général sous lequel elle est subsumable, alors que le singulier n'est pas en tant que tel susceptible de subsomption. Quant à la communauté, elle est porte et fenêtre ouverte sur le monde et les autres, lieu des échanges avec l'altérité difficilement compatible avec le caractère monadique. L'individu est donc entièrement compris dans une tension qui est le noyau de sa force. Le pôle de la communauté doit lui aussi être défini. La communauté est recueillir en soi et produire à partir de soi. Une telle définition transpose donc dans l'analyse de l'individualité comme ouverture ses capacités ou pouvoirs que sont chez Kant la réceptivité et la spontanéité. Mais la structure bipolaire, qui renvoie bien évidemment aussi à Schelling, et en général si acceptée de l'époque et qu'il y a quelques difficultés à en relever l'exacte filiation, Schleiermacher projette cette double polarité sur la totalité du vivant, et comme pour Leibniz ou Schelling, pour Anaxagore ou Hegel, la nature entière est pénétrée de raison pour Schleiermacher. Mais si rien n'est sans raison, la raison pour nous ne se manifeste pas pour autant en tout, mais d'abord dans la vie. Ce qui, au degré élémentaire de la vie, est simplement alimentaire, échange de l'organisme avec son milieu, assimilation et sécrétion organique, se répercute dans les degrés plus élevés au plan de la connaissance. La réception assimilatrice devient perception, la production passe du rejet qui est posé hors de soi à une authentique poiesis, production. Si cette distinction se trouve déjà chez l'animal qui perçoit, elle est la plus marquée chez l'homme qui non seulement perçoit mais encore parle.
L'éthique ne s'intéresse à la nature qu'à partir de l'homme, puisque c'est dans la conscience seulement que la raison apparaît. La nature entière est un processus de spiritualisation, mais la place de l'homme est privilégiée dans la mesure où ce n'est qu'à partir du moment où la raison se manifeste qu'est possible une action effective de la raison sur la nature. C'est pourquoi dans l'ensemble de la création, Schleiermacher appelle l'homme le point d'inflexion ou le tournant, c'est-à-dire l'être qui inverse les orientations. La perspective change du tout au tout lorsqu'au lieu de partir de la nature, on part de la raison. Davantage que dans l'éthique, ce point est développé dans les considérations architectoniques de la fin de la partie transcendantale du cahier sur la dialectique de 1814. On peut certes considérer de deux manières l'éthique et le physique comme formant une seule série, mais le point où l'opposition ressort dans l'homme est toujours un tournant. C'est qu'éthique et physique ne s'entrelacent qu'en l'homme, qui d'après Schleiermacher est le terme multiple du développement de la nature, de l'être vers la raison. La prédominance de l'idéal sur le réel y étant assurée, c'est à partir de lui que la perspective éthique se définit. L'homme est donc le tournant à partir duquel seul l'être peut être intuitionné sous la forme de l'action de l'idéal sur le réel. Ce tournant qui met en relief la valeur fondamentale de l'existence relève manifestement de la théorie de la connaissance. Le premier point fixe dans la conscience avant toute formation des concepts est la présence de la raison comme tendance et l'être rempli d'essence comme impression. En l'homme se trouve donc une réceptivité première, l'homme étant affecté par un monde qui lui est extérieur, ou qui du moins est extérieur à sa conscience, car il peut également être affecté par le sens interne et une spontanéité propre à la raison qui appelle immédiatement au dépassement d'une sensibilité qu'elle informe par ses activités de synthèse. C'est avec raison qu'en 1816-17, la morale sera expressément dite « sit ten lere » et limitée à l'étude de la présence et des effets de la raison en l'homme. L'homme sera reconnu comme l'unique lieu propre de la manifestation de la raison. La tâche de l'éthique pourra désormais se résumer à retracer et à dégager les effets de la raison humaine dans toute la nature terrestre. Voici clairement tracés les contours du programme éthique. Dans la vie rationnelle, recueillir en soi et connaître, comprendre, produire à partir de soi et présenter. L'engendrement n'est qu'une présentation de la nature, l'art une présentation de l'idée. Cette action réciproque de compréhension et de présentation est l'oscillation de la vie éthique, et aucun des deux ne peut être pensé sans l'autre. La raison doit d'abord former le processus de cette opération et la médiation qu'il requiert. L'essentiel est dit ici l'opposition initiale et l'enclenchement du processus éthique. La matrice de l'opposition est encore fournie par l'opposition entre la réceptivité et la spontanéité, opposition qui n'est jamais figée mais reste toujours relative. Seule la relativité, c'est-à-dire l'action réciproque entre les termes, permet de comprendre la nécessité du mouvement de l'un vers l'autre, mouvement qui est le processus éthique. Cette bipolarité complémentaire rappelle en toute logique le redoublement de chacun de ces pôles. Chacune des fonctions, la raison et la sensibilité, peut être plus ou moins rationnelle ou sensible, c'est-à-dire doit être conçue sous le double aspect de la réceptivité et de la spontanéité. La méthode préconisée par Schleiermacher se caractérise en général par une opposition redoublée ou appliquée à elle-même qui est quadruplicité. Cette méthode que Schleiermacher emprunte à l'Antiquité est analysée dans la dialectique. Elle est fondée sur la dichotomie platonicienne et débouche sur une double opposition qui permet de réaliser l'unité visée par tout savoir authentique. La plus ancienne doctrine de la division est celle de la quadruplicité, selon laquelle deux principes de division se trouvent dans l'unité et sont rapportés l'un à l'autre. C'est pourquoi cette relation est posée comme double. L'excellence de la quadruplicité repose en ceci qu'on y trouve l'union des deux formes de l'opposition, du fixe et du changeant, et donc de la division originelle. C'est en se référant en dernière instance à l'opposition platonicienne des Éléates et de Héraclite que Schleiermacher entend élaborer tant sa logique que son ontologie, c'est-à-dire sa dialectique. L'opposition entre la perspective statique et la perspective dynamique de l'être est celle qui dirigera la division logique. Les uns, Éléates, disent que seul ce qui reste identique à soi est être véritable, et ce qui coule est apparence. Les autres, Héraclite, que seul ce qui coule est être et vérité. Ainsi, les uns ont simplement dit que c'est la forme du concept, et les autres que c'est la forme du jugement qui correspond à l'être.
Dans l'être posé comme fixe, il n'y a que la vérité dans la mesure où l'être correspond au concept, et dans l'être posé dans le flux, il n'y a de vérité que dans la mesure où l'être correspond au jugement. Nous devons en revanche rejeter l'exclusion de l'un ou de l'autre, parce qu'il n'est qu'une fiction. Nous ne parvenons au concept qu'à travers des jugements. Les premiers ne sont vrais que si les derniers sont vrais. La vérité de l'un n'existe qu'avec la vérité de l'autre, et l'être n'est fixe que dans la mesure où, en même temps, il est dans le flux. L'opposition est présente dès les discours sur la religion. La divinité s'est imposée à elle-même par une loi immuable. La nécessité de dédoubler jusqu'à l'infini sa grande œuvre ne se crée et toute existence déterminée que par la fusion de deux forces opposées. De ne réaliser chacune de ces pensées éternelles que dans deux figures jumelles hostiles, l'une à l'autre et n'existant cependant que l'une par l'autre, inséparables. Tout ce monde corporel dont le but suprême de vos investigations est de pénétrer l'intérieur n'apparaît au mieux informé et à ceux qui pensent le plus parmi vous que comme un jeu éternellement poursuivi de forces opposées. Toute vie n'est que le résultat d'une constante assimilation et élimination. Toute chose ne doit son existence déterminée qu'à sa façon particulière d'unir et de maintenir les deux forces originelles de la nature, l'attraction avide et la vive et vivante expansion. L'opposition entre la connaissance qui recueille et agence en soi les données du monde extérieur et la présentation ou exposition qui objective ces connaissances par leur extériorisation permet de mettre en relation la sphère de la pensée et celle du langage. C'est en elle que nous allons trouver les formes les plus achevées de la connaissance et de la présentation. La pensée sous la forme du savoir est connaissance, et le langage fait entre autres office de présentation. La bipolarité de la connaissance et de la présentation permet à Schleiermacher de distinguer trois situations typiques du processus éthique dans le monde. 1. Le monde est l'objet de la connaissance. 2. Le monde est le symbole de la présentation. 3. Le monde est l'organe de la connaissance et de la présentation. Ce résumé appelle quelques explications. Le monde est la nature telle que nous est donnée, et cela, il est ce qui doit être connu, c'est-à-dire ce qui est pour une conscience un sujet connaissant. Il est l'objet qui s'imprime en nous, ce qui nous affecte, ce qui remplit nos sens et qui doit être ressaisi par notre activité intellectuelle. La sphère des objets relève donc de la dimension personnelle. On part d'universalité pour terminer dans l'individualité. Pour la fonction que nous dirons expressive, le monde est symbole, puisqu'il va fournir le support concret des idées. Et symbole, ce en quoi un autre est reconnu, ici la raison dans la nature. Partant de ce qui est personnel, on trouve dans la nature, au moyen de l'art ou du langage, par exemple, quelque chose pour le présenter. Le monde présente la raison est présente dans le monde. Le symbole ainsi est un mixte, et la sphère de la symbolisation l'entre-deux, entre le chaos de la pure matière et la déité de la raison pure. Elle est par là le champ même de l'action de la raison. La sphère des organes est l'autre extrémité. Lorsque Schleiermacher parle d'organiser, il ne faut pas penser en termes de corps organique, mais revenir à l'étymologie, à l'organon grec. L'organe n'est ni synonyme de l'organisme, par quoi il faut entendre chez Schleiermacher une totalité où le général est présent jusqu'en ses parties infimes, ni synonyme de organique qui s'applique chez lui à la fonction réceptive de connaissance liée au corps et à la sensibilité. L'organe est un instrument et organiser signifie transformer en instrument, former ou cultiver. Il n'y a pas là à proprement parler de difficulté puisqu'on sait bien qu'organiser consiste à soumettre à la nature ou à une autre chose, à une raison instrumentale, et que la technique qui organise est aussi celle qui sert. Schleiermacher, en ce contexte, rappelle que cette organisation est domination. Le mythe ancien affirme que créé et, à l'image de Dieu, l'homme doit dominer le monde. Mais bien considéré, dominer signifie en fait son organe. C'est pourquoi chez Aristote, l'esclave est un organe vivant ou un instrument. La domination de l'homme sur le monde coïncide avec la formation complète en organe, car on ne domine que ses organes, et tout ce qui est dominé devient organe. Organiser, c'est faire de la nature un instrument de la raison, ou dans une perspective spéculative, comprendre comment la nature participe de l'effectuation de la raison dans le monde. Voilà pourquoi l'organisation part du centre de la personne pour se diriger vers les limites du monde, pour s'assurer de sa maîtrise. La symbolisation
n'est pas absente de l'organisation, puisqu'il y a d'organes, plus il y a de symboles, ou plus la nature est maîtrisée par des instruments, plus on y reconnaît la raison. L'inverse étant vrai également, puisqu'il faut reconnaître les lois de la nature pour pouvoir la transformer. Science et technique s'appellent réciproquement l'une l'autre. Si la première oscillation de la vie était entre connaître et présenter, la seconde est entre la personne et la suppression, et sa suppression. Cette opposition de quelque chose de personnel et de temporel et la suppression de la personnalité et de la temporalité est l'autre oscillation de la vie. La première oscillation entre la connaissance et la présentation est toujours liée à la singularité de la personnalité marquée par l'ici et le maintenant. Mais en même temps, ces pôles habités par la raison visent des idées, ces idées que nous avions rencontrées dans le système intemporel des concepts, et les idées ne sont absolument pas dans le temps et dans un centre fini. L'éthique est à la fois position et suppression de la personne et se déploie dans le champ de la tension entre l'universel et le singulier. Comment unir ainsi deux termes incompatibles? Il faut trouver l'unité, chaque chose dans le monde doit devenir tout. Cette intuition de Scheimacher est fondamentale et constante. On connaît l'appel lancé à la fin du second discours sur la religion, au sein même du fini devenir un avec l'infini. Être éternel dans un instant, voilà l'immortalité de la religion. Dans les monologues, Scheimacher déclarait dans le même sens « J'ai réalisé à présent quelle est mon intuition fondamentale. Il m'apparaît clairement que tout homme doit, de la façon qui lui est propre, présenter l'humanité dans un mélange de ces éléments qui lui est propre, afin qu'elle se révèle de toutes les manières et devienne effective dans la plénitude de l'infinité de tout ce qui peut naître de son sein. » Cette conception de l'individualité de l'universel, de la diversité des perspectives individuelles, marque la raison qui se présente dans l'histoire de l'humanité et détermine la science de cette histoire, l'éthique. La même historicité de la raison engendre l'universalisation du problème herméneutique et permet d'ériger le langage en paradigme de la présentation de l'entrelacement du singulier et de l'universel.